Je m'appelle Juliette et j'ai 32 ans. Il y a 6 semaines je me suis réveillée après une opération de la colonne vertébrale qui a duré 9 heures et la première chose que j'ai vue était 73 appels manqués. Ma vision était encore trouble à cause de l'anesthésie quand j'ai écouté le message vocal de mon père. Sa voix était calme, presque joyeuse. Il disait que nous avons vendu ton appartement pour payer le mariage de ta sœur car tu étais inconsciente, alors nous avons signé à ta place. 390 000 € envolés. Le mariage de ma sœur était dans 3 semaines. Je pouvais à peine marcher et mes jambes semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Mais allongée dans cette salle de réveil à fixer le plafond, j'ai passé un appel téléphonique. Ce qui s'est passé à ce mariage, personne n'aurait pu le prévoir. Je m'appelle Juliette, j'ai 32 ans et il y a 3 semaines au mariage de ma petite sœur j'ai fait quelque chose que 200 personnes n'oublieront jamais. Tout a commencé par cette opération de 9 heures. Je me suis réveillée avec 73 appels manqués et ce message de mon père. Ils avaient vendu mon appartement à Lyon pour 390 000 €. Pendant que j'étais inconsciente sur la table d'opération, mes parents ont imité ma signature pour payer le mariage extravagant de Camille. Je pouvais à peine marcher mais j'ai passé un appel et ce qui a suivi, personne ne l'avait vu venir. J'étais assise dans le cabinet de mon neurologue et j'ai entendu les mots que j'attendais depuis 3 ans. Nous avons une date pour l'opération car tes hernies discales L4 et L5 ne peuvent plus attendre. La douleur était ma compagne constante depuis mes 29 ans. Certains jours je ne pouvais pas sortir du lit. D'autres jours je me forçais à travailler car les factures se fichent de l'état de votre dos. Enfin le soulagement arrivait. Le 15 mars, une procédure de 9 heures suivie de 6 semaines de convalescence. J'ai appelé mes parents ce soir-là. Mes mains tremblaient non pas de peur mais de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'espoir. Maman, j'ai la date de l'opération. Oh c'est bien ma chérie, a-t-elle répondu d'une voix distraite. J'entendais Camille rire en arrière-plan. C'est quand? Le 15 mars et j'aurai besoin que quelqu'un me ramène après. En mars, Juliette, mais c'est en plein dans les préparatifs du mariage. Tu sais que Camille se marie en avril. J'ai marqué une pause. Je sais mais cette opération est vitale. Tu trouveras une solution ma puce, tu y arrives toujours. Puis une conversation étouffée. Camille a besoin de moi, on choisit les centres de table, on se rappelle plus tard. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis restée assise là, le téléphone à la main, à fixer le vide. Je n'étais pas surprise. C'était le pire. Je n'étais même pas un tout petit peu surprise. Quand j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur avec les félicitations du jury, mes parents n'étaient pas là. Camille avait une audition pour une publicité locale d'une concession automobile. Elle n'a pas eu le rôle. Quand j'ai acheté mon appartement à 27 ans, les premiers mots de mon père ont été: pourquoi n'as-tu pas aidé ta sœur à la place car elle a plus besoin d'argent que toi, tu n'as besoin d'un investissement. 32 ans. J'avais appris à ne rien attendre d'eux. Mais je n'avais pas appris à cesser d'espérer. Pas complètement. C'était mon erreur. Laissez-moi vous parler de ma sœur. Camille a 28 ans. Elle est influenceuse depuis 4 ans avec 12 000 abonnés, pour la plupart achetés. Elle n'a jamais gardé un emploi plus de 3 mois. Quand elle a eu 21 ans, mes parents lui ont acheté une voiture. Quand j'ai eu 21 ans, je faisais des doubles services dans un restaurant pour payer mes frais de scolarité. Juliette peut s'occuper d'elle-même, disait toujours ma mère, tandis que Camille a besoin de plus de soutien. Le soutien, c'est comme ça qu'ils appelaient ça. Moi je l'appelais autrement. La semaine avant mon opération, j'ai tout organisé moi-même. J'ai engagé une aide à domicile pour les 2 premières semaines. J'ai préparé mes repas à l'avance. J'ai installé un lit dans mon salon pour ne pas avoir à monter les escaliers. Pas une seule fois mes parents n'ont proposé leur aide, mais ils ont appelé 3 fois pour demander si je pouvais contribuer au fonds du mariage. Ce sera magnifique, Juliette s'extasiait ma mère lors du dernier appel. Le lieu de réception coûte à lui seul 80 000 € et Camille a trouvé la robe la plus somptueuse à 22 000 €. Mais elle le mérite. C'est beaucoup d'argent, maman. La famille d'Antoine est très riche, nous ne pouvons pas avoir l'air pauvres. Antoine, le fiancé de Camille, je l'avais rencontré 2 fois. Il semblait assez gentil, calme, un peu naïf. Ses parents possédaient une chaîne de banque régionale.
Je vous ai déjà donné 20 000 € pour la fête de fiançailles, ai-je rappelé. C'était il y a des mois, Juliette, c'est différent. Je me fais opérer dans 5 jours, je ne peux pas. Très bien, sa voix est devenue glaciale. Nous nous débrouillerons sans toi comme toujours. Elle a raccroché. Comme toujours. J'ai regardé mon téléphone puis l'appartement autour de moi. 8 ans d'économie, 8 ans d'heures supplémentaires et de mission en freelance sans vacances. Cet endroit était la preuve que j'existais sans leur permission. Je n'avais aucune idée de ce que cette preuve allait me coûter. Les gens me demandent pourquoi je tenais tant à cet appartement. À Lyon, 390 000 € vous permettent d'avoir un beau 70 mètres carrés avec un balcon. Mais cet appartement n'était pas une question de surface. Quand j'avais 12 ans, mon père m'a dit que je n'étais pas la plus jolie de la famille. Ce n'est pas grave, a-t-il ajouté comme s'il était gentil, car tu es l'intelligente. Tu devras travailler plus dur mais tout ira bien. Travailler plus dur est devenu ma religion. J'ai travaillé plus dur à l'école. Les bourses ont couvert la majeure partie de mes études. Ce qu'elles ne couvraient pas, je le payais moi-même. J'ai travaillé plus dur à mon travail, passant de développeuse junior à ingénieur senior en 6 ans. J'ai travaillé plus dur que quiconque. Et à 27 ans, je suis entrée dans une banque et j'ai signé les papiers qui faisaient de moi une propriétaire. Personne ne m'a aidé. Personne n'a co-signé. Personne ne m'a remis de chèque. Pour la première fois de ma vie, j'avais quelque chose qui était entièrement à moi. Cet appartement représentait 8 ans de ma vie compressés dans des murs et des fenêtres. Ce n'était pas seulement un investissement. C'était la preuve que j'avais de la valeur, même si ma famille refusait de le voir. Et il y avait autre chose qu'ils ne savaient pas. Il y a 5 ans, mes parents ont failli perdre leur maison avec 180 000 € de dettes et des avis d'expulsion. J'ai donné 30 000 €, soit chaque centime que j'avais économisé, pour un apport plus grand. On te remboursera, avait promis mon père. Ils ne l'ont jamais fait. Ils n'en ont même plus jamais parlé. Alors quand je suis allée à cette opération, je n'avais aucune idée que mes parents avaient enfin trouvé un moyen de prendre le peu qu'il me restait. Le 15 mars, jour de l'opération. Je me souviens des lumières fluorescentes de la salle de préparation, de l'infirmière vérifiant ma perfusion et de l'anesthésiste expliquant la procédure. Comptez à rebours à partir de 10, a-t-elle dit. Je suis arrivée à 9 heures plus tard, j'ai ouvert les yeux en salle de réveil. Tout me faisait mal, mon dos, ma gorge à cause du tube d'intubation, et même mes paupières étaient lourdes. Une infirmière m'a souri en disant que l'opération s'est bien passée. Je me sens comme si un camion m'était passé dessus, ai-je chuchoté. Elle a ri doucement et m'a tendu mon téléphone. Votre famille a beaucoup appelé. J'ai plissé les yeux vers l'écran. 73 appels manqués, 47 messages. Ma première pensée était qu'il était arrivé quelque chose à quelqu'un. Ma deuxième pensée était le mariage de Camille. Quelque chose a dû mal tourner. J'ai ouvert le message vocal de mon père envoyé 4 heures après le début de mon opération. Sa voix était décontractée, presque enjouée. J'apprendrai plus tard qu'ils avaient planifié cela pendant des semaines, trouvant un acheteur au comptant, préparant les documents pour que tout coïncide avec mon opération. Juliette, ma chérie, c'est papa. Voilà, nous avons eu une discussion de famille et nous avons travaillé sur quelque chose. Nous avons vendu ton appartement car nous avons trouvé un acheteur il y a quelques semaines, très motivé et prêt à conclure vite. Nous avons signé les derniers papiers en ton nom aujourd'hui puisque tu n'étais pas disponible. L'argent va servir au mariage de Camille. Elle mérite une journée magnifique et tu n'utilisais pas beaucoup cet endroit de toute façon en étant célibataire. Tu comprendras. Appelle-nous quand tu te réveilleras. On t'aime. J'ai réécouté le message encore et encore. 390 000 € disparus. L'infirmière a remarqué mon visage et m'a demandé si j'allais bien ou si j'avais besoin d'antidouleur. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste fixé le plafond en respirant lentement. Quelque chose s'est cristallisé en moi. Quelque chose de froid et de clair. Je savais exactement ce que je devais faire. Et cela commençait par un appel, mais pas à mes parents. 2 heures après mon réveil, j'ai appelé mon père. Ma voix était ferme. La morphine aidait, mais c'était surtout cette clarté qui vient quand on voit enfin les gens pour ce qu'ils sont vraiment. Il a décroché à la 2e sonnerie. Juliette, tu es réveillée, comment s'est passée l'opération?
Vous avez vendu mon appartement. Un silence. As-tu eu mon message pendant que tu étais inconsciente? Eh bien oui, nous devions agir vite, l'acheteur était pressé. Vous avez imité ma signature. Un autre silence plus long cette fois. Imiter est un mot fort, ma chérie, nous avons juste facilité la transaction. Tu aurais accepté de toute façon. Ah bon? Bien sûr, la famille s'entraide. Camille avait besoin. Ce dont Camille avait besoin, ai-je dit lentement, c'était de 390 000 € qui ne lui appartenaient pas. Ce n'est pas comme ça, son ton a changé, devenant défensif. Tu as un bon travail, tu regagneras cet argent. Camille et Antoine commencent une vie ensemble, ce mariage va les installer socialement. C'est un investissement pour la famille. Papa, ce que vous avez fait est un crime grave. Silence. Faux en écriture, fraude, vol. J'ai laissé chaque mot peser. Ce sont des crimes. Tu parles à ton père comme si j'étais un criminel, a-t-il crié. Après tout ce que nous avons fait pour toi toutes ces années à te nourrir et à te loger. Vous avez arrêté de me loger quand j'avais 18 ans et je paie tout moi-même depuis. C'est comme ça que tu nous remercies. Vous remerciez de quoi? De vendre ma maison pendant que je suis sur une table d'opération. Il a bafouillé. J'ai entendu la voix de ma mère en arrière-plan, aiguë et paniquée. Juliette, tu es bouleversée, on parlera quand tu seras calmée. Il a l'air accroché. Papa, ai-je dit calmement, vous allez le regretter. La ligne a coupé. Il n'avait aucune idée d'à quel point j'avais raison. 20 minutes plus tard, ma mère a appelé. Juliette Marie Sullivan, sa voix était de la glace. Que as-tu dit à ton père? La vérité. La vérité, elle a ri d'un son sec et amer. La vérité est que nous avons tout sacrifié pour cette famille et toi tu nous menaces depuis ton lit d'hôpital. Maman, vous m'avez volé ma maison. Nous l'avons empruntée, il y a une différence. Vous avez imité ma signature et vendu mon bien, il n'y a aucun emprunt là-dedans. Arrête d'être dramatique, son ton est devenu celui d'une victime. As-tu une idée du stress que j'ai subi à organiser ce mariage depuis des mois? La tension de ton père est au plafond et maintenant tu empires tout. J'ai fermé les yeux. Ce scénario était usé jusqu'à la corde. Maman, je viens de subir une chirurgie lourde, je sens à peine mes jambes et tu me dis que j'empire les choses. Camille se marie, Juliette, c'est le jour le plus important de sa vie, pourquoi ne peux-tu pas simplement être heureuse pour elle? J'étais heureuse pour elle avant qu'elle ne me prenne mon argent. Elle n'a rien pris, nous avons pris une décision familiale sans moi. Tu n'étais pas disponible. J'étais inconsciente. Elle a soufflé, c'est pareil, tu aurais dit non, de toute façon tu as toujours été égoïste. J'ai laissé ce mot flotter. Égoïste. 32 ans à travailler, à économiser, à ne rien demander, et c'était moi l'égoïste. Maman, ai-je dit doucement, sais-tu qui possède la maison où tu te trouves en ce moment? Elle a marqué un temps d'arrêt. Quoi? La maison où toi et papa vivaient, savez-vous qui en est le propriétaire? Un rire confus. C'est nous évidemment. En es-tu sûre? Juliette, de quoi parles-tu? Tu es sous médicaments, tu ne dis rien de cohérent. On se voit au mariage, maman. J'ai raccroché. 3 semaines, c'est tout ce dont j'avais besoin. Le 3e appel que j'ai passé était pour le seul membre de la famille en qui j'avais confiance. Ma tante Martine a décroché tout de suite. Juliette, ma chérie, j'ai appris ce qui s'est passé. Sa voix était chaleureuse mais je percevais sa colère. Je suis tellement désolée, ton père m'a appelé pour essayer de me raconter une histoire d'investissement familial. Je lui ai dit qu'il était fou. Alors tu sais. Je sais que mon frère est un imbécile, a-t-elle soupiré. Je l'avais prévenu il y a des années que la façon dont il te traitait finirait par se retourner contre lui. Il n'a pas écouté. Martine était la sœur aînée de mon père comptable à la retraite et la seule personne de ma famille qui m'avait toujours respectée. Tante Martine, j'ai besoin de ton aide. Tout ce que tu veux. Peux-tu garder un secret pendant 3 semaines? Un silence, puis que prépares-tu? Je lui ai raconté l'essentiel, la convalescence, le calendrier du mariage et l'appel que j'allais passer à mon avocat. Quand j'ai fini, la ligne était silencieuse. Juliette, sa voix était prudente, es-tu sûre, car une fois que tu auras fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière possible et ils ne te pardonneront jamais.
J'ai presque ri tante Martine, ils ont vendu ma maison pendant que je me battais pour ma vie, ils ont rompu tout lien ce jour-là. Elle est restée silencieuse un long moment puis elle a demandé ce que je voulais d'elle. Je vais te donner une enveloppe, garde-la précieusement et si quoi que ce soit m'arrive ou s'il tente autre chose apporte-la au mariage. Le mariage j'y serai mais je veux une sécurité. Elle a pris une grande inspiration. Tu as toujours été la plus forte de cette famille Juliette, ne les laisse pas te briser. Je ne le ferai pas, j'ai promis. Je dois maintenant vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. En 2021 j'ai reçu un appel d'une ancienne amie d'université qui travaillait dans une banque. Pas n'importe quelle banque, celle qui détenait l'hypothèque de mes parents. Juliette, je ne devrais probablement pas te dire ça mais tes parents sont sur le point de perdre leur maison à cause de dettes énormes. 180 000 € de découvert et une saisie dans 60 jours. Même après les 30 000 € que je leur avais donnés, ils avaient réussi à s'enfoncer encore plus. Je me souviens être restée assise dans mon appartement à fixer le mur. Ces mêmes parents qui n'étaient jamais venus à mes remises de diplôme allaient se retrouver à la rue. J'avais un choix à faire. Les laisser tomber et les laisser affronter les conséquences de 30 ans d'imprudence financière ou agir. J'ai appelé un avocat spécialisé en immobilier, maître Marc Lefebvre. Je lui ai dit que je voulais racheter la dette de mes parents et acquérir la maison sans qu'ils sachent que c'était moi. C'est peu conventionnel, a-t-il dit. Est-ce possible? Oui, par le biais d'une société civile immobilière, une propriété anonyme légale et invisible. 3 semaines plus tard, je possédais la maison de mes parents. Ils pensaient qu'une société d'investissement anonyme les avait sauvés. Ils ont signé un bail pour louer la maison où ils vivaient depuis 20 ans sans jamais savoir que leur fille aînée était leur propriétaire. Chaque mois leur loyer arrivait sur mon compte. Ils n'en avaient aucune idée. Je ne l'ai pas fait par vengeance à l'époque mais parce que malgré tout je les aimais encore. Je voulais qu'ils aient un foyer. Mais maintenant, après ce qu'ils m'avaient fait, cet amour avait atteint sa limite. 3 jours après l'opération, maître Lefebvre est venu dans ma chambre d'hôpital. J'ai récupéré les documents sur la vente de ton appartement, a-t-il dit en posant un dossier sur ma table de nuit. C'est pire que ce que je pensais. Ils ont utilisé une fausse procuration. La signature ne ressemble même pas à la tienne. Il m'a montré le papier. Ma signature ressemblait à une imitation d'enfant. Le cachet du notaire vient d'un type douteux déjà signalé pour avoir validé des documents sans vérification. Ton père l'a probablement trouvé sur Internet. C'est un délit fédéral. Pouvons-nous annuler la vente? Maître Lefebvre a secoué la tête en expliquant que l'acheteur est un tiers de bonne foi qui ignorait la fraude. Annuler cela prendrait des années sans garantie de récupération. J'ai encaissé le coup. 390 000 € perdus. Mais maître Lefebvre a continué en disant que j'avais des options comme porter plainte pour faux et usage de faux, fraude et usurpation d'identité. Tes parents risquent la prison. Quoi d'autre? Il a sorti un autre document concernant la maison. Tu en es toujours la propriétaire exclusive et leur bail expire le 19 avril, soit une semaine après le mariage. J'ai fait le calcul. Le mariage était le 12 avril. Donc le bail expire juste après. Maître Lefebvre a hoché la tête en disant que si je voulais leur signifier un congé pour vendre ou pour occuper, je pouvais le faire n'importe quand. J'ai fixé le plafond. 30 jours de préavis après la notification. Il y a quelque chose de presque poétique dans ce timing, a dit l'avocat. Pour la première fois j'ai souri. Préparez l'avis, ai-je dit, je vous dirai quand le signifier. Une semaine avant le mariage, Camille a appelé. J'étais rentrée chez moi et je me déplaçais lentement avec une canne. Juliette, sa voix était du poison enrobé de sucre. J'ai appris que tu contrariais papa et maman. Ils disent que tu les as menacés pour une histoire d'argent. Une histoire d'argent, ai-je ri doucement. Camille, ils ont vendu mon appartement, mon foyer. C'était une décision familiale, a-t-elle traîné sur les mots. Tu es célibataire, tu n'as pas besoin d'un endroit aussi grand. C'était un 70 mètres carrés. Quand même, ce n'est pas comme si tu avais un mari ou des enfants. J'ai laissé le silence s'installer puis j'ai demandé si elle savait d'où venait l'argent. Je ne me mêle pas des questions financières, c'est entre papa et maman, a-t-elle répondu trop vite. Mais tu savais, n'est-ce pas? C'est toi qui as suggéré l'idée. La réalisation m'a frappé comme de l'eau glacée.
Tu leur as dit pour l'appartement et pour l'opération car tu savais que je serais hors d'état de nuire. Ce n'est pas j'ai juste dit que tu avais des biens dont tu ne te servais pas, c'était juste une suggestion, ils ont pris la décision. Tu les as pointés vers moi comme une arme. Tu es dramatique, sa voix s'est durcie, tu as toujours été jalouse de moi Juliette. Tu as 32 ans et tu es seule, personne ne veut de toi et maintenant tu essaies de gâcher mon mariage car tu ne supportes pas de me voir heureuse. J'ai fermé les yeux en respirant. On se voit au mariage Camille. Tu as intérêt à ne pas faire de scène. Je n'en aurais pas l'idée, ai-je répondu avant de raccrocher. Elle avait dessiné la cible sur mon dos, maintenant elle allait voir la flèche voler. Le lendemain, Camille a tout déballé sur les réseaux sociaux. Sa story Instagram est apparue avec une photo mise en scène, les joues marquées par le mascara et la lèvre tremblante dans une boutique de mariés. La légende disait quand un membre de votre propre famille est si jaloux de votre bonheur qu'il essaie de détruire votre mariage. Ma sœur menace de gâcher le plus beau jour de ma vie juste parce qu'elle est seule et aigrie. En 1 heure les commentaires ont explosé. Désolée pour toi ma reine, ne laisse pas les rageux gagner, la jalousie est laide, la famille doit se soutenir, ta sœur a l'air toxique, coupe les ponts. Mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. Des tantes, des oncles, des cousins et des amis de ma mère. Juliette, comment as-tu pu faire ça? Camille est dévastée, pourquoi fais-tu ça à ta famille? Pas une seule personne n'a demandé ma version des faits. Pas une seule personne n'a remis en question son récit. Je n'ai répondu à rien. Au lieu de cela, j'ai pris des captures d'écran de tout. Le post, les commentaires, les messages privés m'insultant d'égoïste, de jalouse et de pathétique. Mon cousin David a appelé pour jouer les médiateurs. Juliette, ne peux-tu pas simplement t'excuser pour le bien de la famille? M'excuser de quoi? De ce que tu as fait pour contrarier Camille. David, ils ont vendu ma maison pendant mon opération, ils ont imité ma signature. Silence. Eh bien, a-t-il fini par dire, je suis sûr qu'il y a 2 versions à chaque histoire. J'ai raccroché. 2 versions. Tout le monde voulait 2 versions mais personne ne voulait entendre la mienne. C'était parfait. Dans 2 semaines il l'entendrait, qu'il le veuille ou non. J'ai tout sauvegardé dans un dossier sur mon ordinateur. Chaque attaque, chaque insulte. Le compte à rebours avait commencé. Maintenant je veux faire une pause. Si vous étiez à ma place après une opération avec 390 000 € volés et toute votre famille contre vous, que feriez-vous? Poursuivre immédiatement ou attendre le mariage ou pardonner et passer à autre chose? Donnez votre réponse en commentaire. On continue. 2 jours avant le mariage, il y avait le dîner de répétition. Je ne voulais pas y aller car chaque pas me faisait mal, mais j'avais besoin de voir le champ de bataille. Le restaurant était un italien chic avec une salle privée pour 25 personnes. Camille avait posté la facture sur sa story, 12 000 € pour un dîner. Je suis arrivée en retard, marchant lentement avec ma canne. La pièce s'est tue quand je suis apparue. Les yeux de ma mère se sont agrandis et la mâchoire de mon père s'est crispée. Camille a attrapé le bras d'Antoine pour lui murmurer quelque chose. Juliette, ma mère, a retrouvé son sourire tranchant comme du verre. Nous ne pensions pas que tu viendrais vu ton état. Je ne manquerais ça pour rien au monde, ai-je répondu en m'asseyant. Mon père s'est levé pour porter un toast en évitant mon regard. Ce soir nous célébrons la famille et le sacrifice. Tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait pour nos enfants. Ce mariage représente l'amour de notre famille et beaucoup de gens ont contribué à le rendre possible. Son regard a croisé le mien une seconde. La famille prend soin de la famille. J'ai levé mon verre comme tout le monde sans rien dire. Mais Antoine le marié me regardait étrangement comme s'il essayait de résoudre une énigme. À la fin de la soirée, Camille s'est approchée de moi en disant qu'elle était surprise de ma venue. J'ai un cadeau pour toi pour le mariage, ai-je dit. Un cadeau, la suspicion se lisait sur son visage. Quelque chose de spécial que tu verras samedi. Je suis partie avant qu'elle ne puisse répondre. Le 12 avril, jour du mariage. Le lieu était un hôtel 5 étoiles avec un jardin magnifique. Des roses blanches partout, des lustres en cristal sous des pavillons temporaires. Un quatuor à cordes jouait. 200 invités car Camille voulait du luxe. 200 personnes pour témoigner du mariage parfait payé avec de l'argent volé. Je suis arrivée avec tante Martine. Nous étions prêtes, a-t-elle murmuré. Oui.
Dans mon petit sac à main, une enveloppe contenant les documents qui allaient tout changer. Je me suis assise au dernier rang le plus loin possible de la famille. J'ai vu mes parents au premier rang, ma mère en soie champagne et mon père en smoking. Camille a descendu l'allée dans sa robe à 22 000 € magnifique et triomphante. En passant devant moi, elle m'a lancé un petit sourire satisfait. J'ai souri en retour. La cérémonie était belle avec des vœux échangés et des alliances placées. Ma mère pleurait, mon père rayonnait. L'image même des parents fiers. Après la cérémonie, les invités se sont dirigés vers la tente de réception, une structure massive avec des tables nappées d'ivoire. La table d'honneur était sur une estrade. On m'avait placé à la table 14 près de la cuisine, la table des parents éloignés dont personne ne voulait. Tante Martine s'est assise avec moi. Ils t'ont mise en Sibérie, a-t-elle pesté. Je n'en attendais pas moins. Le dîner était luxueux avec du homard et des vins de grand cru. Mon père a tapoté son verre et la salle s'est tue. Avant les toasts, je veux dire quelques mots sur cette journée incroyable, a-t-il annoncé. Ce mariage représente tout ce en quoi notre famille croit: le sacrifice, l'unité, l'amour. Beaucoup de gens ont rendu cela possible et son regard a balayé la salle, s'arrêtant brièvement sur moi. Tous ceux qui ont contribué. Il a osé dire contribuer. Tante Martine a serré ma main sous la table. Mon père a continué en disant que Camille était la lumière de la famille et que Juliette était aussi là aujourd'hui et qu'ils étaient reconnaissants pour sa contribution. Quelques rires gênés ont éclaté. En fait, a-t-il ajouté, je pense que Juliette devrait dire quelques mots. Viens ici ma chérie, porte un toast à ta sœur. La salle s'est tournée vers moi. J'ai vu le visage figé de ma mère et le triomphe de Camille. J'ai pris ma canne et je me suis levée lentement. Le trajet jusqu'à l'estrade a semblé durer une éternité. Mon père m'a tendu le micro en murmurant: ne sois pas longue. Je me suis tournée vers la foule. Merci papa, ai-je dit dans le micro. Tu as raison, j'ai beaucoup contribué à ce mariage en réalité. La salle était silencieuse. Laissez-moi vous dire exactement à quel point. Il y a 6 semaines, j'ai subi une lourde opération du dos, 9 heures sur la table. Pendant que j'étais inconsciente, pendant que les médecins ouvraient ma colonne, mes parents ont pris une décision. Ils ont vendu mon appartement. Les murmures ont cessé. 390 000 €. Mon foyer, 8 ans d'économie. Ils ont imité ma signature sur une procuration et l'ont vendu sans mon consentement. Mon père s'est avancé pour m'arrêter, mais je l'ai stoppé d'un geste. Tu as eu ton discours, ceci est le mien. J'ai sorti l'enveloppe de mon sac. J'ai ici les documents, la fausse signature et la procuration frauduleuse. Des exclamations ont parcouru la foule. Les invités se regardaient horrifiés. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. J'ai regardé Camille dans les yeux. Je ne suis pas là pour gâcher ton mariage, je suis là pour vous faire un cadeau. J'ai sorti un deuxième document. C'est l'acte de propriété du 247 rue des Érables, la maison de mes parents. Ma mère s'est levée en demandant quel était le rapport. En 2021, quand vous étiez sur le point de perdre cette maison, quelqu'un l'a rachetée. Un investisseur anonyme. Vous pensiez payer un loyer à une société depuis lors. Cet investisseur, c'était moi. Le visage de ma mère est devenu livide. Je possède votre maison depuis 4 ans. Et votre bail, il expire exactement dans 30 jours à partir d'aujourd'hui si je décide d'envoyer l'avis de congé. La salle a explosé. Mon père a hurlé que je mentais. C'est une information publique, papa, vérifie par toi-même. Ma mère hyperventilait en demandant comment j'avais pu faire ça. Je vous ai sauvé parce que je vous aimais, ai-je dit calmement, même si vous ne m'avez jamais aimé en retour. Maître Lefebvre s'est alors avancé pour confirmer mes propos devant tout le monde. Puis Antoine, le marié, s'est levé, la voix tremblante. L'argent pour ce mariage, les 150 000 € que vos parents ont donné, il a regardé ma mère, ça venait de l'appartement de Juliette. Ma mère ne pouvait pas croiser son regard. Vous avez payé notre mariage avec de l'argent volé, a crié Antoine. Camille a essayé de s'expliquer, mais son silence était un aveu. Les parents d'Antoine se sont levés avec un visage de pierre, exigeant de parler à Camille immédiatement. Le quatuor s'était arrêté. 200 invités regardaient le mariage le plus cher s'effondrer en temps réel. Antoine a quitté l'estrade suivi de Camille en pleurs.
Je ne ressentais aucun triomphe, juste de la fatigue. À mes pieds, ma mère fixait le vide et mon père tournait comme un animal en cage. Tante Martine m'a dit que c'était fini. J'ai repris le micro une dernière fois. Je veux préciser que je n'ai pas fait ça par vengeance, mais parce que la vérité mérite d'être dite et parce que je mérite d'être traité comme un être humain. Je suis partie sous les regards de la foule. Plus tard, Antoine m'a trouvé dans le jardin de l'hôtel. Il était effondré. Il m'a raconté qu'il y a 3 mois son ordinateur avait disparu chez Camille, contenant tous les détails financiers de sa riche famille. Il comprenait maintenant qu'elle l'avait ciblé pour son argent. Il a demandé l'annulation du mariage pour fraude dès le lendemain. Les retombées ont été immédiates. Mon père a été mis à pied par son employeur suite au scandale. Ma mère a perdu tout son cercle social. Camille s'est retrouvée sans rien et a dû prendre un emploi de vendeuse au salaire minimum. 30 jours après le mariage, mon père m'a appelé pour me supplier de ne pas les expulser. Tu n'as nulle part où aller, c'est ton problème, ai-je répondu. Vous avez imité ma signature pendant que j'étais opéré, vous avez de la chance que je ne vous traîne pas en justice. S'il te plaît, a-t-il dit. Non papa, vous avez eu 4 ans dans une maison que j'ai payée. J'ai raccroché. 2 mois plus tard, j'ai visité la maison vide après leur départ. J'ai ressenti une immense tristesse en perdant l'espoir qu'ils m'aiment un jour. J'ai décidé de louer la maison à un jeune couple de professeurs et de reverser les loyers à une association qui aide les femmes victimes d'abus financiers. Ma convalescence est maintenant terminée. Je marche sans canne. Ma mère a essayé de me parler une fois dans un parc, mais il n'y avait plus rien à dire. Certaines blessures sont trop profondes. Poser des limites n'est pas une vengeance, c'est du respect de soi. La famille ne donne pas le droit de détruire la vie des autres. Le sang n'efface pas la trahison. Parfois, la chose la plus courageuse à faire est de s'en aller. Cette histoire nous rappelle cruellement que la trahison la plus douloureuse est souvent celle qui vient du cercle familial le plus proche. Juliette a fait preuve d'une force de caractère incroyable en transformant sa vulnérabilité en un acte de justice nécessaire. Ce récit souligne l'importance de l'indépendance financière et de la protection de ses propres acquis face à des proches manipulateurs. Le fait qu'elle ait racheté leur maison en secret montre qu'elle a longtemps essayé de les protéger malgré leur mépris avant de finalement comprendre que son amour ne serait jamais réciproque. C'est une leçon puissante sur le respect de soi et la nécessité de rompre les liens toxiques même s'ils sont faits de sang. Et vous, que feriez-vous si vous découvriez que vos propres parents ont profité d'un moment de faiblesse pour vous dépouiller de tout ce que vous avez construit? Choisiriez-vous la voie de la justice publique comme Juliette ou tenteriez-vous de régler cela en privé malgré la gravité de l'acte? Partagez votre avis en commentaire.